L'actualité internationale des 7 derniers jours, c'est une semaine dans le monde, décryptée par nos éditorialistes. Sylvie Kaufmann, bonjour. Vous êtes éditorialiste et chroniqueuse au journal Le Monde. L'Air du Monde, c'est tous les samedis. Vous chroniquez également dans le New York Times. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Patricia Lémonière, grand reporter à TF1. À Aegis Asco-Beretta, vous êtes chargé de projet éditoriaux à Cartooning for Peace. Et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Un mot d'abord de Simone Veil, décédée chez elle aujourd'hui, ce vendredi à l'âge de 89 ans. Beaucoup saluent aujourd'hui un double héritage, celui d'une rescapée des camps de concentration et l'auteur de la loi qui légalisa l'avortement en France. Il y a aussi, en matière de politique internationale, bien sûr, l'auteur, l'européenne convaincue, la première présidente du Parlement européen, Sylvie Kaufmann. Que retenez-vous de son parcours ? Ces trois choses, bien sûr, ces trois dimensions de Simone Veil que vous venez de citer. Je pense que c'était vraiment une grande européenne. Et c'est sans doute la représentante, une des derniers représentants de cette génération de bâtisseurs de l'Europe qui sont nés avant la Deuxième Guerre mondiale, en réalité. Et Helmut Kohl... Et on rend hommage demain à Strasbourg à Helmut Kohl, c'est un hasard. Mais voilà, on a deux grands Européens qui disparaissent en même temps. Et puis c'est, vous l'avez dit aussi, quelqu'un qui a joué un rôle crucial dans l'émancipation des femmes avec le droit à l'avortement, qu'elle avait vraiment défendu de manière extrêmement courageuse. C'est une figure, Ziad Limam, de la France du XXe siècle. Vous trouvez le débat sur la nécessité ou pas de transférer au Panthéon la dépouille de Simone Veil prématurée, ou bien est-ce qu'il se justifie ? Moi, je trouve que dans n'importe quelle société, c'est des bons débats. Ouais. Quelle place une personne a dans l'histoire ? Et ça créera ce que ça créera. Moi, ce que je trouve, je peux juste parler d'un sentiment personnel, c'est-à-dire que moi, il y a deux discours qui m'ont frappé dans ma jeunesse, qui sont restés dans ma mémoire. C'est le discours de Badinter sur la peine de mort et le discours de Simone Veil sur l'avortement. Donc j'étais assez gosse, je ne dirais pas mon âge, mais j'étais assez gosse. Et donc ça, c'est deux images qui me sont restées. Donc de tout le chaos, ça fait partie des deux images qui sont restées. Donc ça a forcément un sens dans l'histoire. Et puis ce que vous disiez aussi sur le lien entre le passé et le présent, je trouve que c'est très très fort. C'est quelqu'un qui a vécu avant la guerre, qui a vécu la guerre, qui a vécu les camps, qui en sort avec une volonté de reconstruire. Je pense que c'est sans faire dans une espèce de naïveté historique, mais je pense que c'est des messages qui sont valables pour toutes les générations. Oui, moi j'ai envie de rajouter une petite pierre à ces beaux discours. Voilà. Mais je veux dire aussi, le Panthéon, c'est pas inutile parce que c'est un symbole fort. Et on est aujourd'hui dans un monde où les symboles, justement, sont un peu en voie de perdition, j'ai envie de dire. Et le président, notre président actuel, aime renouer avec ces symboles. Oui. Donc je crois que l'enterrement, des hommages au Panthéon, en tout cas, effectivement, rentrent dans cette ligne droite qu'il veut tracer en ce moment. Autre sujet de la semaine, la cyberattaque mondiale. C'était mardi. Des entreprises qui, comme Saint-Gobain, Oulu, ici en France, en sont réduites 3 jours après encore à remplir des bons de commande sur papier. Certains experts estiment à 2 millions le nombre de serveurs infectés partout dans le monde, du géant pétrolier russe Rosneft jusqu'au transporteur maritime danois Maersk. Un virus qui s'introduit dans les ordinateurs, qui les bloque et qui réclame une rançon pour qu'on puisse retrouver l'utilisation de ces ordinateurs. Voilà le principe. L'infection est partie d'Ukraine. Suite à la mise à jour d'un logiciel de finance ukrainien, immédiatement le virus s'est diffusé jusqu'à Tchernobyl, la centrale nucléaire endommagée voilà 30 ans et dont les logiciels chargés de mesurer aujourd'hui la radioactivité ont été rendus inutilisables. Est-ce que c'est grave ? C'est en tout cas le monde vers lequel on se dirige. Il y aura de plus en plus d'attaques de cet ordre. Parce que chaque fois, les pirates ou les mafieux, quel est le nom qui leur convient le mieux, c'est difficile à définir. Oui. Mais en tout cas, ces hommes qui agissent dans l'ombre et qui trouvent parfois même ces logiciels qu'ils upgradent, comme on dit, sur le darknet, oui. Eh bien, ces hommes, chaque fois, on trouve une parade, on trouve un patch, comme on dit, oui. Et ils trouvent mieux. Parce que, alors, toute la question qui se pose sur cette dernière affaire, c'est est-ce que c'est vraiment financier ou est-ce que c'est autre chose ? Et tous les experts bossent là-dessus, en se demandant 300 € finalement, c'est pas énorme, il y a beaucoup d'appels à ne pas payer. Et est-ce que c'est pas un test pour voir si on peut pas faire complètement craquer le système mondial ? C'est ce que disent certains experts de la sécurité informatique. Ils disent que c'est un moyen sans doute de s'infiltrer dans les systèmes ukrainiens. Est-ce que ça veut dire que c'était l'Ukraine qui était visée et donc on peut voir la main de la Russie, ou est-ce que un peu abusif? Tout est possible, enfin, c'est parti de là. Ce qui est sûr, c'est que c'est un débat qui semblait un petit peu Star Wars et folklorique il y a 10 ans.
Et on s'aperçoit que maintenant, dans les politiques des États, il y a la création, moi j'ai entendu le mot armée digitale hier, j'ai entendu quelqu'un sur une chaîne du service public raconter comment on avait des soldats digitaux en France, on avait des réservistes, des étudiants qu'on peut appeler à la dernière minute pour les mettre au travail. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus du tout dans la fiction, c'est-à-dire qu'on a vu avec les élections américaines qu'un État ou des gens à l'intérieur d'un État peuvent avoir une influence sur une élection, qui est quand même le cœur du fonctionnement démocratique d'une société occidentale. Donc si ça se déglingue. Mais on peut arrêter les TGV, on peut couper les hôpitaux, on peut arrêter la lumière. Enfin, on s'aperçoit aussi à quel point on est devenu dépendant. C'est-à-dire que toute notre vie est dirigée par des systèmes informatiques et digitaux, donc des gens qui peuvent les manipuler. Mais ça va avec aussi ce que vous dépensez sur votre carte bleue, tel un petit citoyen tranquille, et on peut savoir ce que vous... Donc tout ça, c'est ce que tu disais, c'est le monde vers lequel on se dirige. Et je trouve que pour une fois en France, le discours est assez d'avant-garde. J'ai l'impression qu'on est en train d'investir sur des moyens de défense et des moyens d'organisation. On pourrait parler 3 minutes de l'Europe dans le genre de débat aussi. Oui. C'est sûr qu'en mutualisant des moyens européens sur ce type de travail ou de défense, ça irait peut-être un peu plus vite que chacun chez soi. Chacun se dote actuellement au ministère de la Défense. On a effectivement, comme tu le disais, en Bretagne, une véritable armée cyber. Mais le ministère de l'Intérieur aussi a ses propres forces. Alors, il faut peut-être aussi déjà mutualiser en France. Et puis aussi, la France, maintenant, on n'est pas qu'attaqué. On dit maintenant, et c'est un vrai changement, on va vous attaquer. Et ça, c'est un vrai changement. Ça prouve bien qu'on est passé dans un autre niveau. Mais ce qui est impressionnant en même temps, c'est le peu de choses qu'on sait. Le manque de transparence, l'opacité. Alors, on lit, je prétends surtout pas être une experte en cyberguerre, mais on lit des choses dans des publications normalement très bien informées sur le rôle de la NSA, donc la National Security Agency américaine, qui aurait peut-être, qui a connaissance des failles. Et qui produit des armes numériques tellement sophistiquées qu'on se demande si elle est capable de les sécuriser une fois qu'elles tombent dans de mauvaises mains. Visiblement, elle n'est pas capable. Donc, tout ça ouvre des horizons un petit peu inquiétants quand même. Alors après, on peut soupçonner la Russie. En même temps, Rosneft, cette grande entreprise russe, était visée aussi. On peut soupçonner la Corée du Nord. Mais bon, en réalité, on n'en sait rien. Et c'est quand même assez inquiétant, je trouve. En tout cas, cette attaque par ransomware, comme on dit, ou rançongiciel, aurait rapporté moins de 10 000 € à son ou ses auteurs. Et pour cause, rien ne sert de payer, puisque le virus, une fois qu'il a crypté les données, ne peut pas revenir en arrière, ne peut pas les déchiffrer. C'est ce qui semble être le cas. Écoutez ce qu'en dit un expert. L'expérience montre que la plupart des gens qui payent effectivement la rançon ne reçoivent jamais après les éléments qui sont nécessaires pour déchiffrer les fichiers qui auront été bloqués par le virus. La preuve que ceux qui sont derrière ça sont des amateurs ou qu'au contraire, ils n'ont pas du tout un but crapuleux. Ça prend du temps. Nous, on a rencontré quelqu'un qui avait tenté, effectivement, qui a payé, mais le temps de trouver où payer, comment payer en bitcoin, une PME, elle ne sait pas faire tout ça. Eh bien, la date limite était déjà passée, parce qu'on leur dit c'est dans quelques heures que vous devez payer. Donc, la rançon a été multipliée. Puis finalement, au bout de 3 fois, c'était dans les temps. On lui a envoyé une clé de décryptage, mais il a mis plus de 3 semaines pour arriver à décrypter. 3 semaines, son entreprise. L'aspect un peu, juste pour que tout le monde passe un très mauvais week-end, c'est qu'en fait, ce que permet le digital, c'est que nous, avant, les forces étaient claires. C'était soit des États, soit des groupes terroristes, soit des... Là, dans cette espèce de monde digital, n'importe qui a un peu de moyens, des ingénieurs qualifiés, etc. C'est vrai, dans les James Bond, il y a ces super méchants qui sont capables de tout contrôler à partir de 3 écrans. C'est ça, en fait, qui est assez terrifiant. Et le recyclage, Patricia a utilisé le mot dark web, dont on ne parle pas beaucoup encore, mais ça commence à apparaître, cette espèce de sous-web où transitent les drogues, les échanges, les armes, etc. Tout ça, c'est quand même... c'est extrêmement... c'est terrifiant parce que nous, on est quand même resté au stade de Excel. On est très loin, effectivement. Isis Ascoberreta, cette cyberattaque mondiale, ça a donné lieu aussi à des dessins. Oui, alors j'ai un premier dessin de Fadi Thun, dessinateur syro-norvégien, un dessin publié dans Cartoon Movement que vous devez voir sur vos écrans. Qu'on ne voit pas pour l'instant. Voilà. Voilà. Alors, lui, il revient justement sur la propagation mondiale de ces nouveaux virus qui étaient un peu plus sophistiqués que WannaCry, que c'était il y a quelques semaines. Donc voilà, est-ce qu'on est
protégés par ces mots de passe, parce que comme vous disiez tout à l'heure, ces logiciels qui n'est pas vraiment un ransomware avaient pris les mots de passe qui étaient enregistrés sur les ordinateurs. Alors est-ce que voilà, le monde pourra tenir justement avec ces mots de passe? Donc vous avez vu cette mouche noire qui vient justement faire tâche. Cet autre dessin d'Antonio Rodriguez, dessinateur mexicain. Alors justement, qui se cache derrière ces logiciels, ces hackers? Donc on a ces regards qui nous rappellent un peu un cyberterroriste et qui nous regarde droit dans les yeux. Et vous voyez qu'il a une certaine forme de contrôle sur le monde derrière son écran. Et cet autre dessin de Dario, dessinateur mexicain, dessin publié dans El Imparcial. Alors lui, il se demande carrément, est-ce qu'on n'est pas devant une nouvelle forme de cyberguerre, voilà, une première guerre mondiale, si on pourrait dire. Vous voyez ces champignons qui est sur l'écran, mais qui, voilà, irradie directement sur la personne qui est en face de son écran. Et cet autre dessin de Traiko Popov, dessinateur bulgare, dessin publié sur Cartoon Movement. Alors on disait justement, nous, en tant qu'utilisateurs d'ordinateurs lambda, on est sur cette pointe de l'iceberg, voilà, en train de naviguer tranquillement sur le web, mais comme vous disiez tout à l'heure, il y a aussi les dark web. Et avec tous les dangers qui sont voilà, dans cette partie inconnue pour nous en tant qu'utilisateurs. Et un dernier dessin de El Chico Triste, dessinateur espagnol, un dessin publié sur Cartoon Movement. Alors voilà, quel type de protection pouvons-nous avoir? Alors est-ce qu'un préservatif voilà, pour le web pourrait nous protéger à chaque fois qu'on aura un nouveau message? Ça va peut-être falloir en arriver là. Merci beaucoup, Isis. C'est la mauvaise conscience de la France en Afrique de l'Ouest. Le Rwanda revient hanter les prétoires et les colonnes des journaux à intervalles réguliers depuis 23 ans. Et ce printemps 1994, marqué par le génocide de 800 000 Rwandais, en majorité des Tutsis, assassinés par des membres radicaux de l'ethnie rivale, les Hutus. Quel rôle ont joué les dirigeants français de l'époque? Eh bien, à nouveau, cette semaine, le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, dans sa revue 21, relaie le témoignage anonyme d'un haut fonctionnaire qui a pu consulter, dit-il, les archives sur le conflit déclassifié par François Hollande et qui sera tombé sur une note signée de la main d'Hubert Védrine, à l'époque secrétaire général de l'Élysée, donnant ordre à l'armée française au Rwanda, l'opération turquoise, de réarmer les génocidaires. Écoutez. En avril 2014, lorsque Hubert Védrine est auditionné par la commission de défense de l'Assemblée nationale, il est interrogé sur des livraisons d'armes après le début du génocide. Et il confirme qu'il y a eu des livraisons d'armes. Donc, il va même jusqu'à dire que ça n'a rien à voir avec le génocide. Et lui énonce un discours reposant sur l'engagement de stabilité de la France par rapport à ses alliés africains. Autrement dit, si un régime chute, tous les autres régimes alliés à la France risquent de chuter. D'où cette fidélité au gouvernement rwandais à partir de 1990, pendant le génocide, lorsque les extrémistes Hutus dirigent le génocide, et encore après, au nom de cet argument qu'Hubert Védrine répète inlassablement, aussi bien devant le Parlement que dans toutes ses interventions officielles. Voilà le discours politique français, en tout cas la justification de celui qui était au cœur de l'Élysée pendant l'événement. Ziad Limam, quel crédit donner à un témoignage anonyme à propos d'un document qui n'a pas été rendu public et donc que personne, a priori, sauf ceux qui ont accès, ne peut consulter? Je pense que c'est un texte dont on sait que c'est vraiment un dossier qui lui tient à cœur depuis de nombreuses années. Je pense qu'il ne balancerait pas quelque chose où il n'aurait pas un minimum de garantie. Mais c'est pas la première fois que ce dossier de l'implication de la France au Rwanda remonte. C'est pas la première fois qu'on a des doutes. C'est pas la première fois qu'il y a des éléments épars de décisions qui ont été prises. C'est pas la première fois que, comme il le rappelle, on a aussi des éléments tangibles sur des livraisons d'armes, etc. Donc ouvrons ces fichues archives. Et ça devient une histoire de fou. On va traîner ça combien de temps? Ça fait 23 ans. Ouvrons ces archives, mettons en place une commission. Il y a des pays qui ont réglé ce type de problème. Peut-être qu'il faut mettre plusieurs personnes autour de la table, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais on ne peut pas continuer à dire c'est le secret défense ad vitam aeternam, parce que le secret défense ad vitam aeternam, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ces archives qui implique des officiels français ou des ministres. Et puis il faut se rappeler aussi, on l'a dit 50 fois, que c'était une période complexe de cohabitation entre un Premier ministre de droite, Balladur, et un président Mitterrand. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ouvrons ces archives.
Faisons un effort national de franchise, ouvrons ces archives. L'opacité française, Patricia Lémonnier, elle alimente le doute et la suspicion sur le rôle de la France. Oui, alors je crois qu'en plus, sur ce dossier, en plus, il y a toutes les théories du complot. Il faut voir que par derrière ce livre, à l'époque, se livrait un autre combat. La France et son précaré, on peut le dire, et les États-Unis, la Grande-Bretagne qui soutenaient effectivement les Tutsis tout de suite. Oui, c'était l'Ouganda. Donc ce conflit s'est perpétué, en fait. Et c'est perpétué par peut-être ONG interposées, presque, j'ai envie de dire, enquêteurs interposés, et ça brouillait les cartes. Oui. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait... Il y a la ligne Péan d'un côté, la ligne Saint-Exupéry de l'autre. Il faudrait, si vous voulez, apaiser le dossier. Et en ce moment, en plus, il y a les juges français qui travaillent sur la plainte des femmes et des familles de pilotes, et qui sont en train aussi d'amasser autre chose. Donc ça sort... Cette situation et ce dossier, j'ai envie de dire, c'est un mot qui est un peu extrême, est un peu pourri. Il faudrait le dédramatiser, le dépassionner pour pouvoir enfin, avec des vraies archives, travailler dessus. Sylvie Kaufmann. Patricia a raison, je crois, mais malheureusement, je pense qu'il est impossible de dépassionner parce qu'il y a un mot terrible au milieu de tout ça qui est le mot génocide et qui n'est pas seulement un mot, malheureusement. Donc ce dossier est chargé de toute cette douleur et aussi de toute cet environnement complotiste, voilà, et de cette opacité que vous avez mentionnée. Donc moi, je suis d'accord avec vous. La seule façon de procéder pour lever toutes ces accusations ou les confirmer, enfin, je ne sais pas, mais pour faire, il faut que les historiens et les juges fassent leur travail. Et ça n'est possible que si on... Il est possible que ça change parce que les spécialistes en Macronie ont repéré un tweet d'Emmanuel Macron en avril. Oui. Qui pourrait déclassifier. Il y a des gens qui le connaissent et qui sont autour de lui qui pensent que c'est le type de décision qu'il pourrait prendre. D'accord. Et qu'on aurait passé une espèce de génération aussi. C'est-à-dire que 25 François ans... François Hollande s'était Alors François Hollande avait ouvert entrouvert les archives qu'on ne pouvait pas regarder, sauf les deux fameux hauts fonctionnaires, dont celui qui aurait dit à Syntex qu'il y a une note signée Védrine sur le fait qu'il faut livrer des armes. En tout cas, on va en reparler dans un instant. Et le rôle, donc c'est ce qu'on a appris cette semaine aussi, peut-être de la BNP, ça reste à trancher par la justice. Restez avec nous, on en reparle dans un instant. Les observateurs ligne directe, présentés par Derek Thompson. Je suis aux îles Fidji avec notre observateur Koroy. Ici dans le Pacifique, nous sommes les premiers à souffrir du changement climatique, des températures élevées. Et c'est le niveau de l'océan qui monte. Cela veut dire que des villages proches de la mer vont être entièrement submergés. Il y a de plus en plus de tempêtes et le corail meurt. La conséquence, moins de poissons pour les communautés qui dépendent entièrement de la mer pour subvenir à leurs besoins. Koroy fait partie d'un groupe d'étudiants qui nous sensibilisent aux dangers auxquels le Pacifique est confronté. Et leur arme secrète, c'est leur smartphone. Les observateurs ligne directe, à voir sur France 24 et sur France24.com.